ça fait du bien d'avoir un bon repas et du vrai torboyau. Ouais, alors, tu ne fais plus jamais le coup de l'extincteur, ok? Et attention avec ça. Je peux pas récupérer une seule égratignure dessus. Tu sais, parfois j'ai vraiment l'impression que tu me prends comme un danger public. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais il y a une bonbonne de propane derrière. Il veut quoi, juste le gangrené C'est Monsieur Danton, il bosse pour Crésus. Incroyable. Pourtant, j'ai pas vu de caravane d'esclavagistes dans le coin. On devrait le suivre. Ouais. Alors, monsieur Crésus, cette radio, faite main, faite maison est parfaite pour transmettre audio et vidéo. Si vous touchez ces petits boutons là, vous avez accès à... Je t'ai déjà dit que je te l'achetais. Arrête de tergiverser et donne-moi son prix. Mais Crésus, cette radio est légendaire. Regarde ce que tu peux faire avec l'antenne. Monsieur Danton, non. Ok, pardon, monsieur Crésus, pardon. Ton prix. Quoi? Ton prix, imbécile! 5000 capsules. J'achète. C'est vrai? Bah alors 10 000 capsules. Ah, j'achète. C'est vrai? Mais non! J'ai pas fait fortune pour te mettre dans les mains crasseuses d'un cinglé habillé avec un apron. Non. T'as fixé ton prix à 5000, tu en auras 5000. Moi, j'ai une meilleure offre à vous faire. Oh! Qui est donc l'homme qui se permet de m'interrompre dans mes affaires et qui se croit mieux placé que l'homme le plus riche d'interroger? Au nom du Seigneur. En son nom. Oyez, oyez, chers survivants, j'espère que ça ne vous répugne pas de patauger dans la merde et la boue, parce qu'aujourd'hui on va parler du film le plus crade, torturé et pessimiste qu'il m'ait jamais été donné de voir. À l'origine, un bouquin de science-fiction qui s'est vu plusieurs fois adapté au cinéma et en jeux vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de Il est difficile d'être un dieu. On va parler du bouquin et du film, mais il faut savoir que les deux sont très différents. Ils ont une approche et surtout une emphase assez différente. Le film n'a pas les mêmes choses à dire que le livre et inversement. En fait, ils ne racontent pas la même chose, ils n'arrivent pas au même constat et ne font pas le même portrait. Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus. Il est difficile d'être un dieu a été écrit par les frères Boris et Arkady Strugatsky en 1964. Si vous avez probablement déjà entendu ce nom, c'est parce qu'ils sont les créateurs du livre Stalker, également adapté en film et en jeu vidéo. Les frères Strugatsky sont des romanciers de science-fiction, et comme on l'a survolé dans notre toute première vidéo sur Metro 2033, les Russes sont plutôt inspirés en la matière. Ils sont peut-être même des pionniers du genre tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est dans ce bouquin de seulement 290 pages que nous suivons l'histoire de Anton alias Don Rumata, un des terriens qui a infiltré la planète d'Arkanar, une colonie terrestre dont les habitants sont dans une société stagnante qui ne parvient pas à passer à la Renaissance et reste coincé dans cette période de barbarie féodale. Les érudits et les artistes du royaume sont chassés par les gris, car considérés comme des hérétiques. Les Arcaniens risquent pas d'avoir les grandes avancées en médecine ou le développement de l'art humaniste s'ils s'amusent à pendre tous ceux qui savent utiliser un crayon. Et regarde papa, j'ai fait un dessin. Les terriens ont pour mission d'influencer discrètement l'arrivée de la Renaissance, avec pour immense contrainte de ne tuer personne et de ne pas dévoiler leur couverture. Anton, qui s'imprègne du mode de vie d'Arkanar, choisit de se faire passer pour un noble avec une sacrée descendance. Comme il dispose d'une technologie et d'une intelligence plus avancée, son histoire est crédible, et les habitants d'Arkanar le traitent avec le respect que son rang induit, avec toute la crainte qu'il suscite. Car il est aussi la meilleure épée du royaume d'Arkanar, à tel point qu'on le prend presque pour un dieu. D'ailleurs, lui-même le dit, ici, il est un dieu. Le parti pris risqué des frères Strugatsky est de dénoncer subtilement les dérives d'un régime totalitaire qui censure l'art et encadre de façon un peu zélée les progrès de la science. Le tout dans une histoire certes un peu classique, mais pas moins efficace avec des dialogues super intéressants et subtils. Mais on le rappelle, le bouquin est quand même sorti en 1964 en URSS. Pas franchement le meilleur moment ni le meilleur endroit pour parler de totalitarisme.
Même si le livre est plutôt concis dans sa forme, on ne peut pas en dire autant de son adaptation au cinéma. Le film Un dieu rebelle, toute première adaptation du livre des frères Strugatsky, a fait une sortie plutôt discrète en 1989. Et nous ne parlerons pas de ce film aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez, on n'avait pas grand chose à dire dessus. Il y a cependant un film extrêmement intéressant qui s'appelle Andrei Roublev, réalisé par l'avant-gardiste Andrei Tarkovsky, sorti en 1966, qui n'est pas une adaptation mais qui traite des mêmes thématiques. Une œuvre profonde et onirique, à l'ambiance féodale violente et aux mises en scène terriblement pessimistes, dont nous ne parlerons pas non plus. Bon, ça va. Écoutez, quand vous voudrez, on ira se faire un marathon des Tarkovsky. Ouais, quand vous aurez 4 mois devant vous, c'est-à-dire à peu près 8 jours par film. Mais pour l'instant, il est difficile d'être un dieu d'Alexei German est le tout dernier film du monsieur, sorti en 2013. Tandis que certains crient au génie, d'autres accusent le film d'être une vaste imposture scatophile ennuyeuse et sans intérêt, si ce n'est d'être une expérience répugnante. Et il faut admettre que ce très long métrage de 2h50 ne se laisse pas aborder facilement. Strictement, tout dans ce film est dégueulasse. Les décors sont des ruines bordéliques maculées de boue, les personnages sont sales, obèses, infirmes et beaucoup souffrent de malformations. Pour couronner le tout, les gens passent leur temps à jouer avec leur fluide corporel, en se pissant dessus, en expulsant de la morve par le nez, en se crachant dessus, en s'étalant du sang sur la gueule, en fouillant dans des viscères et en jouant au handball avec des sacs remplis de merde. Bourri, je t'ai déjà dit d'arrêter de jouer avec ton caca, s'il te plaît, pitié. Et si le film était seulement dégueu dans sa mise en scène, ce serait supportable. Mais le truc, c'est qu'il va encore plus loin avec un montage de plans que j'ai baptisé le pseudo-found footage alternatif et métisant en plan séquence amphigorique et holistique. Je crois que je commence à avoir le vertige. En gros, le montage est une suite de longs plans claustrophobiques dans une ambiance malsaine et où la caméra semble être intradiégétique. Le personnage regarde la caméra, agite des cordes et des pattes de poulet devant. Ce procédé transforme la caméra en point de vue subjectif d'un éventuel personnage pour renforcer l'implication du spectateur dans l'histoire. Et là, on en vient au principal problème de ce film pour moi. Le scénario est incompréhensible. À un moment donné de l'histoire, les troupes des Gris se font plus présentes et commencent à bien ratisser le royaume à la recherche des intellectuels. Heureusement, on peut éviter les problèmes grâce à la petite formule « Au nom du Seigneur », suite à quoi les chasseurs d'artistes répondent « En son nom ». Plutôt pratique pour se démêler d'une situation complexe, me direz-vous. Les dialogues ont un sens difficile à saisir et même quand on arrive à comprendre ce que les gens se disent, on comprend mal leurs intentions ou les enjeux. L'histoire est complètement hermétique, c'est un peu comme dans un Dark Souls où tu dois creuser et analyser pour réussir à comprendre l'histoire. Sauf que Dark Souls c'est un jeu, donc le moteur n'est pas nécessairement le scénario. Alors, une zone sécurisée, des belles filles et de la bière. Et oui, vous ne rêvez pas, tout ça existe et est disponible au Charlie et sa bière à 2 balles. Et pour le coup, venez vous offrir un instant de bonheur au Charlie et sa bière à 2 balles. Comme d'habitude, si vous voulez pas vous faire spoiler, vous allez sur ce timecode. On vous conseille toujours de vous faire votre propre avis, blablabla, vous avez compris. Notre héros, Don Rumata, est un terrien qui vit sur Arcanar, incognito. Le livre nous apprend que Anton, donc de son véritable nom, parce que ce n'est pas juste Don Rumata, donc Anton est un historien envoyé sur cette planète pour l'observer et influencer l'évolution de la civilisation sans prendre part aux conflits politiques et avec l'interdiction totale de tuer. Par essence, cet acte enrayerait le passage à la Renaissance et va à l'encontre même du progrès. On le rappelle, les intellectuels et les artistes sont traqués et les terriens infiltrés se font passer pour des habitants d'Arcanar pour ne pas finir pendus et couverts de bouillie de poissons. Dans le bouquin, les terriens disposent d'une technologie avancée comme des hélicoptères, des médicaments et autres, mais les seules traces de technologie qu'on a dans le film, c'est la chemise protectrice de Don Rumata, ses épées, ce char, ses lunettes et j'en oublie certainement parce que les indices sont assez discrets. D'ailleurs, le livre nous apprend que la couronne de Don Rumata contient une caméra utilisée par des scientifiques terriens. Ils doivent bien s'amuser là-haut avec tout ce qu'ils voient. Et c'est peut-être ça que nous dit le film avec ses plans bizarres. Il nous met à la place de celui qui voit ce monde terrifiant sans pouvoir faire quoi que ce soit pour l'influencer ou arrêter ce qui se passe à l'image, comme nous lorsqu'on regarde le film. Don Rumata dans tout ça prend parti d'assumer sa supériorité en se faisant passer pour Dieu. Ça marche, il est respecté, craint, adoré et veut influencer l'évolution des Arcaniens. Pour ça, il s'intéresse au docteur Boudak, un médecin qui serait apparemment emprisonné par les Gris. En parallèle, il a une femme à ses côtés, Kira, avec qui il entretient une relation...
et il est question d'une guerre entre les gris et les noirs, mais ça on y viendra un peu plus tard. Don Reba, fidèle au roi, découvre que Don Rumata est un imposteur. Il se fait passer pour le vrai Don Rumata censé être mort il y a 5 ans auparavant. Mais dans une scène extrêmement tendue, on comprend qu'il a trop peur de lui pour le dénoncer et qu'il préfère l'avoir comme allié que comme ennemi. Il finit donc par lui livrer le docteur Boudak. Suite à cela, on assiste à un coup d'état de Don Reba et des Noirs pour renverser le roi et les gris. C'est pour ça que Don Rumata est sollicité par Arata, une espèce de tché féodal avec une sale gueule qui cherche à renverser le pouvoir pour le rendre au peuple. Donc là, le film et le livre prennent une tournure différente. Dans le livre, les Noirs arrivent finalement à la porte de la maison de Don Rumata et exécutent Kira, sa femme. Il entre dans une colère noire et boum! Ellipse plusieurs années plus tard, Don Rumata alias Anton est sur Terre traumatisé par son expérience. Mais dans le film, Rumata refuse d'aider Arata car il ne peut pas intervenir. Arata fait donc exécuter sa femme Kira pour attirer sa colère contre les Noirs. Rumata entre dans une colère sans limite qui entraînera les Noirs, mais aussi Don Reba, Arata et Boudak. Rumata est sur un tas de cadavres, exténué. Un terrien vient pour le rapatrier, mais il refuse et reste sur Arcanar certainement pour y finir ses jours. Les fins sont totalement différentes, mais une partie du constat reste le même. Un grand final à l'apogée de l'obscurantisme, les hommes voués à répéter un cycle de violence interminable auquel même Dieu finit par prendre part, malgré qu'il n'ait jamais eu besoin de son aide pour s'autodétruire. Cela dit, le livre et indirectement le film tend à nous montrer qu'il n'est pas de lieu où l'homme est Dieu. Don Rumata, dans sa quête de montrer le droit chemin à d'autres hommes, est finalement confronté à sa propre humanité. Bien sûr, si le film était juste une grande imposture, on ne prendrait pas le temps d'en parler dans cette transmission. Et avant de venir aux raisons pour lesquelles ce film est si fascinant, on va tout d'abord parler de son réalisateur, Alexei German. Il est déjà connu de la sphère du cinéma russe parce qu'il possède déjà quelques films à son actif. Il était connu pour être un réalisateur extrêmement exigeant et très soucieux du moindre détail de ses œuvres. Il était également capable de mettre en stand-by un tournage pendant des jours, le temps de trouver l'idée parfaite pour un plan. Oui, il aime prendre son temps, il est comme ça, Alexei. Rien n'est laissé au hasard, alors quand celui-ci se lance dans la réalisation de Il est difficile d'être un dieu, c'est qu'il a forcément quelque chose à apporter. Il essaie une première fois de réaliser son film en 1968, mais malheureusement la production est arrêtée car jugé réfractaire au gouvernement soviétique. Il faudra attendre 40 ans avant que Alexei German parvienne à finir son œuvre. Et encore, ce n'est même pas lui qui l'a fini car il est mort 1 an avant la sortie de son film. Et c'est sa femme et son fils qui ont dû le terminer sur la période du mixage son. Bah ouais, le mec a tellement pris son temps que finalement il est mort de vieillesse. Boris, est-ce que la version du mixage sera prête pour février? On est en mars 2008, Alexei. 2008? Pizdietz! Tiens, par exemple, une petite anecdote sur le côté exigeant du bonhomme lors du tournage d'Il est difficile d'être un dieu. Fou de rage, Alexei décide de refaire un plan raté par un technicien 1 an plus tard. D'après les mots de Bruno Delbonnel, le chef opérateur, il aurait demandé un décor rempli de carcasses d'animaux qu'il a laissé pourrir, puis les a arrosés de sang frais pour que les comédiens soient dans l'ambiance. Et comme la chair qui pourrit ça embaume, des rats viennent s'inviter à la fête. Ou encore, les techniciens et comédiens qui attendent le réalisateur pendant des heures, une journée entière, puis 2, puis 4. Il faut finalement attendre la réaction de Svetlana, sa femme, pour avoir des nouvelles des directives de German. Il lui explique que tout le monde attend et un des assistants du cinéaste lui fait comprendre à sa femme de ne pas le perturber pendant sa lourde réflexion. Quand enfin il se réveille en demandant « Des roses ! Qu'on me trouve immédiatement des roses blanches !» Ah bah 30 minutes plus tard, le plateau est recouvert de ces roses. Ah voilà, pas facile à saisir les gars. German était très insistant sur ce genre de détails car il voulait faire de son film une expérience sensorielle. Ce genre de cinéma où par l'image et le son, on arrive à nous faire sentir, toucher, goûter, nous mettre en immersion pour nous faire ressentir quelque chose d'unique. Уничтожить этого запросто. И вшивых, и черных, и даже детей. Кто? Сердце мое полно жалости. Я не могу этого сделать. Le parti pris d'Alexei German sur cette adaptation était de nous faire vivre l'enfer à travers un film. L'enfer, c'est pas juste un monde ravagé avec des flammes et des gens qui souffrent. Dans la vision d'Alexei, c'est bien plus profond que ça. C'est des intempéries, la maladie à tous les coins de rue, l'absence de la moindre musique ou de couleur, la saleté omniprésente, les décors anxiogènes, une dystopie totale. Tout est fait pour nous mettre dans l'inconfort et pour perdre nos repères spatio-temporels.
C'est comme une chute libre dans les abysses de la bêtise humaine, où on ne peut même pas s'accrocher à la moindre réplique pour espérer ralentir sa chute. Понимаешь, что я с тобой разговариваю, еще не означает, что мы беседуем. On est en pleine apocalypse, perdu dans les vices les plus sombres de l'humanité. On peut comparer cette vision des enfers à celle de Jérôme Bosch ou de Peter Bruegel. Ces peintures où les hommes sont atrophiés, emmêlés dans leur propre idiotie, noyés dans l'absurde, et surtout ce désordre généralisé sans le moindre espoir de redressement, car même Dieu ne peut pas sauver l'âme des hommes. Ce que nous dit Alexei German, c'est que pour trouver l'enfer, on n'a pas besoin de puiser très profondément dans notre imagination, puisque notre nature et notre histoire en est imprégnée. À travers le livre des frères Strugatsky, on caricature les tares d'un gouvernement arriéré et on crée une œuvre alarmiste sur la descente en enfer qui s'ensuit. Il n'est pas la question de faire l'apologie ou de discréditer un régime politique précis, mais plutôt d'avertir le monde des risques encourus et des conséquences d'un régime qui se passerait de ses penseurs. Alexei German en a fait une œuvre personnelle avec une vision infernale et pessimiste qui nous fait nous questionner sur nos valeurs en tant qu'hommes et en tant que peuple. Une fresque qui exhibe les faiblesses d'une société privée d'art, de culture et où Dieu est mort. Une expérience infernale pour illustrer le nihilisme et le désespoir. Un voyage psychédélique où on assiste à la nature de l'homme sous sa forme la plus primitive. C'est presque douloureux de voir ce film. Mais est-ce que ce n'est pas justement une des forces du cinéma ? D'arriver à nous transmettre des émotions quelle que soit leur nature. Si pour vous ce n'est pas le cas, eh bien pour vous, le film sera bien une imposture. En revanche, si ça l'est, Il est difficile d'être un dieu est une expérience sensorielle qui mérite le détour. Face à une civilisation à la dérive, noyée dans un cycle éternel de monstruosité, Rumata a la mission de sauver les hommes de leur propre ignorance. Mais cette tâche remplie par des hommes ne peut suffire à changer leur nature. Car il est difficile d'être un dieu. Écoutez, mon nom on s'en fout. Ce qui importe c'est ce que j'ai là. C'est une vraie centrifugeuse? C'est un magnétoscope. Oh. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi Voyez-vous de ça? vous poser une simple question. Vous savez qu'ils ont une valeur inestimable. Votre prix pour ces enregistrements sera le mien. Non. On n'est pas venu ici pour des capsules, on est venu ici spécifiquement pour acheter cette radio avec ces enregistrements. Votre prix sera le mien. MacLeod, combien pour ces enregistrements? 10 ou 12 000 capsules. Ça fait un sacré paquet de capsules. Ça vous paraît juste, hein? Je peux m'acheter absolument ce que je veux ici. Je me fous royalement de ce qui est juste ou non. Alors? MacLeod, ces enregistrements contre la radio, 2 batteries, 4 bouteilles d'eau et un slip de rechange. Vendu. Tiens le poil de ta radio. Et moi la centrifugeuse. Vous êtes en train de rouler le seul homme capable de redresser la civilisation, hein? Ça n'a aucun sens. Vous savez, Crésus, je suis sûr qu'une grande civilisation, ça commence avant tout par sa culture. Messieurs, Monsieur Crésus, j'ai une offre que vous ne pouvez pas refuser. Ceux-ci sont les enregistrements d'Andrew Ryan. Et seulement pour 12 000 capsules, vous pouvez en être le propriétaire. 5 000. C'est pas juste 12 000. Monsieur Danton. Écoutez-moi, monsieur Léon. C'est MacLeod et pas Écoutez-moi, sale cafard. D'accord. Vous connaissez la fièvre rouge? La maladie? Oui. Elle fait exploser vos vaisseaux sanguins, inonde vos poumons et fait pourrir vos veines jusqu'à ce que vos extrémités se gangrènent et tombent d'elles-mêmes. Cette maladie vous fait mourir aveugle, estropié et avec des cloques plein la langue. Vous êtes stupide, mais je suis persuadé que vous réalisez à quel point c'est contagieux. C'est pourquoi vous allez accepter l'offre de mon employeur. Parce que vous ne voulez pas faire affaire avec quelqu'un comme moi. D'accord. 5 000 capsules, hein? 5 000 caps. Merci. 5 000 capsules. Merci. Brave bête.
Oui, monsieur, c'est ça.